Cette semaine à Enjeux du site, véhicules électriques, avantages et désavantages, formation, atteindrons-nous l'objectif 100% électrique d'ici 2035? Est-ce que le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue pourra atteindre le 100% des véhicules électriques d'ici 2035? Quand on pense que parcourir un trajet d'une ville à l'autre, en moyenne, il faut calculer environ 88 km. Et qu'en est-il des chasseurs et des pêcheurs qui font plusieurs centaines de kilomètres dans les bois avec leurs véhicules? Et qu'en sera-t-il pour les véhicules lourds et les transports d'autobus? J'ai rencontré le président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec ainsi que le représentant de l'Association des concessionnaires de l'Abitibi-Témiscamingue qui vont nous en parler à l'instant. On parlait des défis locaux. On veut électriser. Le gouvernement nous amène un ratio pour 2035. Mais cependant, il faut quand même penser qu'en Abitibi-Témiscamingue, il y a des gens qui vont à la pêche, des gens qui vont à la chasse. Ils ont des véhicules beaucoup plus lourds pour tirer la roulotte, tirer le 4 roues, le bateau. Parce qu'ici, il y en a, là. Il y en a du plaisir. Ouais. Là. Il y a beaucoup de loisirs, que ce soit l'été ou l'hiver. Mais là, si on s'en va vers ce ratio-là de 2035, des camions là, électriques, il n'y en a pas tant que ça là, en ce moment-là. Est-ce qu'il va y en avoir en 2035? C'est une autre histoire. Je pense qu'il y en a de plus en plus sur le marché, puis il va en avoir de plus en plus aussi. Par contre, l'autonomie demeure toujours l'enjeu, là. Quand on s'en va dans des sites éloignés, soit pour le travail, on a des sites éloignés, entre autres dans le secteur minier en région, parce qu'on doit faire 200-300 km de route non asphaltée, où est-ce que, oui, il peut y avoir de l'électricité à certains endroits, mais on est une région de chasse et de pêche, donc plusieurs endroits isolés où est-ce que le réseau électrique n'en va pas. Et je ne crois pas qu'avec une petite génératrice pour faire fonctionner notre frigo dans le camp de chasse, ça va être suffisant pour faire recharger la batterie du camion. Effectivement. Donc, effectivement, c'est un enjeu. Ça ne sera pas mieux. On déplace un problème vers l'autre place. Vous avez raison. Pas mieux. Absolument, absolument. On a du bénéfice-là de pouvoir charger nos véhicules à l'hydroélectricité ici au Québec. Ailleurs dans le monde, c'est pas partout la même chose. Alors, si on est pour charger avec une génératrice à essence, effectivement, c'est pas mieux. Gagnant. On n'est pas gagnant. On n'est pas gagnant, là. On n'est pas gagnant. Donc, effectivement, oui, il y a ce défi-là. Les Autobus Plantes ont acheté 13 véhicules électriques il y a près d'1 an. Ils y voyaient des avantages à faire le saut avant 2035. Aujourd'hui, est-ce qu'il y voit des inconvénients? Vous avez fait une transition vers les véhicules électriques dans le transport scolaire. Ouais. Pourquoi? C'est quoi la motivation au travers de ça? La motivation a été en partie l'obligation. Ça a commencé avec le gouvernement qui nous a obligés, là, à partir d'une certaine date, que tout véhicule thermique, on ne pouvait plus en acheter. On était obligé, si on avait un véhicule à changer, d'acheter un véhicule électrique. Donc, de cette façon-là, quand la loi s'en allait pour passer, il y avait deux options. Soit sauter dans l'électrification des transports, malgré ses défis, ou l'éviter un petit peu plus longtemps en commandant d'autres véhicules thermiques. C'est sûr qu'avec mon âge, mon ambition, puis ce que je projette de l'avenir, j'y voyais certains avantages, certains inconvénients aussi, on ne se le cachera pas. Mais à ce niveau-là, je me suis dit, ben pourquoi pas, je vais sauter là-dedans, puis je vais laisser. Fait que c'est pour ça qu'on a commandé 13 véhicules électriques. 13 véhicules électriques, ouais. Hey, c'est énorme, pareil. Oui. Est-ce que vous y voyez des avantages en ce moment, depuis que vous les avez? Fait combien d'années que vous avez ces véhicules-là? Nos premiers véhicules là, vont avoir 1 an. Tout récent? Oui, exact. Il aurait été un petit peu plus vieux, mais au final, Lyon a eu des problèmes le fabricant d'autobus à Saint-Jérôme, il y a eu des problèmes d'approvisionnement, donc ça a pris plus de délai pour avoir nos véhicules. Oui, c'est sûr qu'il y a des avantages, là, si on parle
l'économie de carburant, l'économie des pièces, si on parle du son à l'intérieur du véhicule. C'est fou à quel point un moteur diesel peut faire du bruit, puis on s'en rend pas compte. Mais quand on embarque dans un autobus électrique, il n'y a pas de moteur qui gronde, le son à l'intérieur du véhicule est beaucoup plus bas. Fait que c'est sûr que ça, c'est des avantages. Excuse-moi, mais ça doit être un avantage pour les élèves, tu sais, les enfants ou les adolescents qui sont dans l'autobus et même le chauffeur. Je dirais pour le chauffeur surtout, parce que les élèves, c'est sûr que plus qu'il y a du son, plus que les élèves parlent fort, que ce soit la musique ou quoi que ce soit, les élèves ont tendance à augmenter leur niveau de voix. Mais quand on arrive sur un véhicule qu'on entend tout, ben c'est sûr que automatiquement, tu n'as pas envie d'entendre la personne, que la conversation que tu fais avec ton ami, que la personne du milieu l'entende. Fait qu'à ce niveau-là, le son se baisse par eux-mêmes. Fait que c'est sûr qu'au côté avantage, ça, il y en a quelques-uns, mais c'est des avantages, c'est comme je parlais du volet économie de carburant et pièces. C'est des choses qu'on voit à l'année 1 du véhicule. C'est sûr que dans le temps, il va rester beaucoup d'incertitudes en termes de niveau de batterie. Un véhicule diesel, c'est sûr que des fois, ça peut arriver qu'on a un moteur à changer, mais c'est plutôt rare versus une batterie. Présentement, les batteries sont garanties 7 ans. 7 ans, OK. Par après, qu'est-ce qui va arriver avec ces batteries-là? Est-ce qu'à la 8e année, je vais devoir investir des nouvelles batteries dans ce véhicule-là parce que la carcasse est encore bonne, mais la batterie ne l'est plus? Ça fait partie des risques qu'on ne sait pas encore aujourd'hui puis qui restent dans le point d'interrogation pour le futur. On vient de changer dû à une roche qui est allée frapper en dessous d'un véhicule. C'est complètement anodin, mais on a dû changer 2 batteries à 28 000 chaque. On parle de 56 000 sur un incident, mais si jamais la batterie, elle se détériore au final des 7, 8, 9 prochaines années, qu'est-ce qui va arriver avec ces batteries-là? Ben, peut-être que l'économie qu'on faisait niveau carburant puis opération en maintenance, ben, peut-être qu'elle va s'équivaloir à absolument zéro. Fait que c'est des choses qu'à l'année 1, on peut dire, mais qu'il n'y a pas encore assez d'évolution, puis il n'y a pas encore assez de connaissances dans ces véhicules-là pour se dire que dans 7 ans, ça va être bon. Si on achète un véhicule électrique, il y a cette incertitude-là. Si on achète un véhicule diesel ou un véhicule à essence, bien, on le sait que notre véhicule, tout dépendamment des circonstances, va être bon la durée de vie du véhicule. Fait qu'il y a comme ça qui reste à vérifier, mais encore là, c'est le temps qui va nous le dire. Donc, au niveau de l'économie de l'essence, avez-vous vu une différence en, un an de A1 à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu une économie réelle au niveau de l'essence? Oui. Si on fait juste parler de l'essence, j'ai un niveau réel, j'ai une économie réelle. C'est sûr que tout dépendamment des véhicules, on pourra en parler plus tard en fonction des routes, du kilométrage, puis du temps d'attente qu'on fait avec les véhicules. Mais, chaque véhicule peut venir me sauver divers montants, mais ils sont substantiels. La réalité, c'est que le véhicule coûte beaucoup plus cher. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, oui, les économies sont là en termes de carburant, mais le véhicule m'a coûté beaucoup plus cher. C'est sûr que quand on parle d'un véhicule qui coûte au-delà de 300 000, quand on fait financer ce véhicule-là, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté aussi. Bon, c'est toutes des petites particularités que oui, on a des avantages en termes d'économie, mais il y a les inconvénients aussi de l'autre côté qu'il ne faut pas oublier parce que l'électrification des transports, c'est pas tout rose. Parlons justement de ces inconvénients. Il y en a plusieurs, que ce soit volet planification, que ce soit volet acquisition ou opération. Juste si on prend la planification, quand un usager quelconque se prend un véhicule un véhicule électrique à la maison, il va se faire installer une petite borne, puis des fois même il va avoir un adapteur pour se brancher dans sa prise électrique. Bon, nous ici, c'est sûr que quand on y va à plusieurs véhicules, ben c'est l'ensemble du système électrique qui doit changer. C'est savoir est-ce que ton garage est capable d'accueillir ces véhicules électriques-là, est-ce qu'il est assez gros en termes pas d'économie, mais je veux dire comme mes installations électriques, pour moi ici, n'étaient pas assez grosses. Donc, il a fallu que je m'installe une nouvelle installation électrique pour pouvoir accueillir 12 véhicules. Ça, c'était la première des choses. Si on y va après ça sur les conducteurs. C'est pas tous mes conducteurs qui sont au garage à tous les matins. J'en ai qui ont leurs autobus un peu partout à la maison.
Des fois parce que ils ont de la place pour l'avoir, puis d'autres fois parce que c'est beaucoup plus économique, parce que le circuit commence directement à côté de la maison. Mais là, il faut vérifier leur entrée électrique à eux pour savoir si, oui ou non, on est capable d'installer une borne dans cette entrée électrique-là. Puis c'est pas une borne à 700-800 $, c'est une borne à plusieurs milliers de dollars, sans pour autant savoir si le véhicule, si l'employé en question va demeurer dans l'entreprise, si l'employé, je donne un exemple des fois, si l'employé tombe malade, mais que ma borne est là-bas, ben, je dois envoyer absolument quelqu'un chez lui. Fait que c'est de trouver des solutions, fait que la planification des bornes, après ça la planification des routes, fait qu'on parlait d'économie tantôt, plus que le circuit va faire de longues distances, plus qu'il va être économique, parce qu'on va sauver beaucoup plus de carburant. Mais en même temps, est-ce que j'ai assez de temps de recharge durant ma journée pour réussir à faire mon matin et le soir? C'est une des problématiques qu'il va y avoir dans les prochaines années. La commission scolaire est déjà au courant. Nous, on a ça en Abitibi, des 4 heures de retard. Des fois, il fait trop froid le matin, on n'est pas trop sûr, on retarde l'école de 4 heures. Bien, à partir de l'année prochaine, ça ne sera plus possible, du moins pour mon entreprise, en fonction de... On sortirait les élèves à 11 heures pour finir aux alentours de 1 heure. Mais recommencer à 3 heures avec le 2 heures de charge, moi, j'ai pas le temps de recharger mes véhicules. Donc, il n'y a pas assez d'autonomie. Puis, il y a comme une réglementation qui dit que si on rentre les élèves à l'école, il faut pouvoir les ressortir à la maison. Mais en électrifiant ma flotte comme ça, j'aurai pas assez de 2 heures pour réussir à le faire. Fait qu'il va y avoir une autre problématique à ce niveau-là. Puis, idem sur quand je parlais du volet acquisition, on a le problème au niveau monétaire. C'est sûr que là, le gouvernement, on a besoin d'eux, parce qu'avec un véhicule qui coûte beaucoup plus cher, on a besoin qu'ils soient en arrière de nous, vu que c'est leur obligation aussi. Deuxième point, c'est que le minibus, nous, on n'en a pas encore, le premier devrait rentrer là, aux alentours du 31 octobre, mais le minibus est rendu environ le même prix qu'un gros autobus scolaire. Pourtant, avant, il était quasi la moitié. Mais si on prend les revenus, ils sont pas pareils. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, le minibus est beaucoup plus dispendieux, beaucoup plus difficile à opérer. Mais pourquoi qu'il est rendu le même prix qu'un gros autobus? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Je pourrais pas dire. C'est sûr que autant les véhicules électriques, là, des fois on entend aux nouvelles que tel constructeur perd tant d'argent par véhicule électrique. C'est sûr qu'ils n'en produisent pas en masse. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, le coût est beaucoup plus gros. Je dirais aussi le fait peut-être, eux ils disent que non, mais le fait d'avoir un monopole. Présentement, Lyon a le monopole quasi des gros autobus électriques parce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut la fabrication au Québec. Et Girardin, eux, sont les seuls qui fabriquent un minibus électrique. Lyon en fait pas encore. Donc, si on veut avoir un minibus électrique, il faut automatiquement l'acheter de Girardin. Fait que donc, il y a 2 entreprises seulement au Québec qui fabriquent ces véhicules. Exact. Bien, au Québec, qui en fabriquent. Parce que c'est sûr qu'il y a 2 autres fabricants qui fabriquent des autobus, mais ils seraient importés des États-Unis. Donc là, le gouvernement dit, vous pouvez vendre vos véhicules, mais si vous voulez vendre vos véhicules, nous, la subvention pour l'acquisition d'autobus électriques n'est pas applicable à ce véhicule-là. Et donc là, ça fait que le véhicule est plein prix. Mais qui ne fait... C'est déjà difficile en fonction du coût présentement, mais si on enlève le volet subvention, c'est juste impensable d'aller avec ces fabricants-là. Effectivement. Fait que la plateforme, elle bouge. La plateforme bouge, tu as vraiment l'impression de... C'est réel. Ouais. On parlait du défi de formation aussi, de former ces gens-là qui vont aller travailler dans les concessionnaires. Donc, oui, je sais que certains fabricants ont leur programme de formation au niveau des employés directement, mais former la nouvelle main-d'œuvre, c'est un beau défi qui nous attend aussi. Puis, est-ce que vous avez des statistiques par année du nombre d'étudiants, du nombre de gens qui veulent s'en aller vers le domaine de l'automobile? Puis, entre autres, est-ce que c'est un défi aussi de dire qu'on va être capable d'aller chercher de la main-d'œuvre qui va vouloir travailler dans le domaine électrique comme ça?
Bien, c'est sûr que oui, on peut sortir des données par rapport au nombre de finissants qu'on a, par exemple, au programme, au diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile. On est capable de savoir que, bon, l'année dernière, si je ne me trompe pas, on a gradué une trentaine de personnes. Dans le programme de formation qu'on offre, qui est dispensé via le ministère de l'Éducation, donc on doit suivre le programme du ministère de l'Éducation, il y a de nouvelles parties, certaines compétences maintenant qui touchent l'électrification, mais c'est très, très, très minime actuellement au moment où on se parle. Donc, le ministère de l'Éducation est en train de développer ce qu'on appelle des attestations d'études professionnelles au niveau des véhicules électriques. Maintenant, il faut réussir à avoir ces formations-là, qu'on puisse les offrir chez nous, parce qu'actuellement, ce ne sont pas tous les centres de formation professionnelle qui peuvent les offrir. Donc, il y a question d'équipement. Donc, il va falloir acheter de nouvel équipement aussi pour nos élèves à ce moment-là. Nous, on a la chance ici en région d'avoir la collaboration de certains concessionnaires qui nous ont fourni des véhicules électriques. Donc, on est capable de faire une première approche avec nos élèves déjà. Par contre, de là à dire qu'on est capable de rendre nos élèves autonomes ou aptes à réparer de A à Z le véhicule électrique, on n'est pas rendu là encore actuellement. Parlez-moi de l'autonomie maintenant de vos véhicules électriques. Si on prend le véhicule standard de Lyon, on parle d'une autonomie de 150 km. 150, c'est peu? C'est très peu. On peut ajouter des packs de batterie au coût que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, disons que, est-ce que les batteries sont également subventionnées par le gouvernement ou c'est plein prix? Non, c'est plein prix. C'est plein prix. Le gouvernement vient de changer leur modification en disant que si on a besoin d'un véhicule supplémentaire, ils sont prêts à en mettre un petit peu plus. Fait que, comme moi, dans ma flotte que j'ai présentement, j'ai 3 véhicules à 150 km d'autonomie, puis j'ai un véhicule à 200 km d'autonomie. Celui de 200, c'est parce que c'était le véhicule le plus facile à électrifier, mais avec une autonomie de 150 km, on n'était pas en mesure de faire le matin ainsi que le soir. Donc là, ça faisait une problématique. Donc, on a été obligé d'investir un peu plus pour dire, je vais prendre un 200 km, coûte un petit peu plus cher, mais au final, je suis capable d'électrifier ce parcours-là. Parce que c'est pas tous les parcours qui sont électrifiables. Est-ce que dans votre flotte de véhicules, vous avez des véhicules à essence, au diesel, j'imagine. Est-ce que ces véhicules-là sont transformables en électricité? Non. Fait qu'il faut absolument les vendre. Exact. Et, mais là, qui va les acheter? Si on doit être électrique à 100%. Là, c'est ce qui s'est passé en fonction des dernières années dans le transport scolaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont comme dépêchés à acheter des véhicules diesel. Fait que la rareté des véhicules diesel a augmenté avant que le projet de loi soit en vigueur. Parce que maintenant que le projet de loi est en vigueur, nos autobus ne peuvent pas durer plus que 12 ans. Donc, à partir de cette année-là, quand on arrive, mettons, en disant, bon, ça fait 12 ans que sa durée de vie utile est terminée, ce véhicule-là se doit de sortir, mais il n'y a personne qui veut le racheter parce qu'il n'y a plus de vie après. Fait que là, c'est avec monsieur, madame, tout le monde qui voudrait se faire un campeur, avec un agriculteur qui aimerait avoir ça dans sa cour. Des fois, ils prennent ça pour de l'entreposage, mais il n'y a plus vraiment de vie par après. Donc, la valeur du véhicule est complètement perdue, là? Exact. Au final, un véhicule, quand on sort à la fin, c'est 12 années de vie utile, ça vaut une bagatelle, là. C'est rien. Fait que c'est difficile pour un transporteur d'autobus scolaires, là, faut être bien nanti, là, en quelque sorte? Non, pas à ce niveau-là, parce qu'on peut pas dire... Il y a une grosse planification à faire que avant on ne faisait pas. Puis tu sais, comme on vient de procéder à 2 acquisitions dans les dernières années de gens qui ne voulaient pas s'électrifier. Puis eux, ils savaient placer pour pas être électrifiables. Il y a une planification à faire, puis quand on la fait comme il faut, puis on se projette en avance, un peu comme au départ. Bon, les 4 premiers véhicules électriques que j'ai eus, la subvention était plein prix. Par la suite, la subvention était régressive. Bon, mais tous ceux qui n'ont pas décidé d'embarquer au départ ont eu une subvention qui était moindre que ce qu'on a acheté nos premiers véhicules. Même chose sur le prix. Quand j'ai acheté mes autobus il y a de ça 3 ans, j'ai gelé un prix. Qui fait que les gens qui n'ont pas embarqué dans l'électrification arrivent à aujourd'hui sur un véhicule qui coûte environ 40 000 de plus
que dans le temps que ce que j'ai payé. Fait que si on fait juste dire 40 000 sur 12 véhicules, on avoisine les 500 000. Fait qu'il y a comme une grosse planification qu'il faut qu'il soit faite, qu'il faut être précurseur là-dedans. Mais de là à être bien nanti, ça n'a jamais fonctionné. Tu sais, un véhicule, un gros autobus à diesel, même quand on arrivait à la fin, puis que c'était tous des diesels, ça valait pas grand-chose. Ça valait plus, mais ça valait pas grand-chose quand même. Ça a toujours été, t'achètes le véhicule, faut que tu réussisses à le rentabiliser dans ces 12 années de vie utile, puis après ça, il n'y a pas de valeur de revente, puis il ne faut pas se baser là-dessus pour dire que ça va m'aider à payer le prochain. Oui, c'est ça. Est-ce que un véhicule diesel, la durée de vie d'un véhicule diesel, c'est 12 ans? Oui. Bien, c'est pas 12 ans, c'est ce que le gouvernement dit. OK, mais avant que le gouvernement dise qu'on arrive à électrique, c'était aussi 12 ans? Cette loi-là était là. Ah, c'était là? Exact. OK. Fait que ça faisait une planification aussi à avoir en fonction d'un roulement de véhicule. Je dis toujours, on transporte des vies humaines. Fait que, puis c'est pas tout le monde qui entretienne leur flotte de la même façon. Fait que c'est sûr que quand on met une limite, ben, ça oblige que si ton entretien est pas autant au point que l'autre d'à côté, ben, avant qu'elle arrive avec trop de bobos, puis, comme des fois, on peut dire, ils se promènent avec une minoune, ben, dans les autobus, ça ne peut pas arriver parce qu'on transporte des c'est ça, humaines. la sécurité des élèves. Avant tout. OK. Il y a tout l'équipement aussi. Chacun des mécaniciens a son propre coffre à outils. D'avoir des outils pour réparer les véhicules électriques, c'est un autre type d'outils, c'est d'autres choses aussi. Donc encore là, c'est des frais, c'est des choses qu'on doit planifier aussi. Là. Effectivement. Là, la corporation, elle est en tournée ici pour quelques jours encore. Oui. Là, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous venez prendre le pouls des concessionnaires de la région? Est-ce que vous avez déjà apporté la bonne nouvelle aussi, j'imagine? En fait, on a une assemblée demain où tous les concessionnaires de l'Abitibi vont être présents essentiellement. Puis on va parler de nos enjeux, de nos défis, nos dossiers. Puis c'est perméable là, dans le sens que c'est un échange essentiellement. Évidemment, on a plusieurs projets de loi actuellement sur le fait avec le gouvernement. Donc, demain, je ferai une présentation au concessionnaire pour leur expliquer on en est où avec ces dossiers-là qui sont d'importance. C'est sûr qu'on va parler d'électrification des véhicules, c'est définitif, c'est toujours à l'ordre du jour. On va parler de compétences, de faire progresser notre main-d'œuvre. Puis si vous me permettez, j'en profiterai tout simplement pour reconnaître quand même, j'ai eu une belle visite du CFP complète ici aujourd'hui. Je dois dire que c'est assez exceptionnel ce que je vois. Oui, en termes de volume, d'entrée de gens dans les programmes pour notre main-d'œuvre dans l'automobile, mais aussi en termes de taux de diplomation. Je vois des choses ici que je n'ai pas vues ailleurs. Puis je fais le tour de toutes les régions. Ça va très bien ici. Puis on voit qu'il y a une culture d'innovation que j'ai pas vue ailleurs. C'est pas qu'un simple CFP ici. Moi, j'appelle ça un hub d'innovation. J'ai vu des choses assez exceptionnelles. Puis je sais pas si c'est des secrets, là. En tout cas, Marc, tu me l'as dit, mais écoute, il y a un studio de développement ici dans lequel on est capable de bâtir des environnements virtuels qui seront éventuellement des jeux vidéo pour finalement de la simulation, mais plus que ça, de rendre ludique l'apprentissage pour mieux répondre finalement aux besoins de nos jeunes apprenants. Hein? De la manière qu'ils apprennent, c'est différent que nous quand on était sur les bancs d'école. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Quand on est en pratique, on apprend toujours mieux. Voilà, mais en pratique, devant un écran ou avec un casque de réalité augmentée ou dans un simulateur, je trouve ça formidable et tout ça est fait ici et dans bien des cas développé ici. Marc, c'est ce que tu m'as montré tantôt. Je trouve ça formidable. Innovation aussi dans l'approche, comment aller chercher le candidat qu'on pourrait faire progresser en termes de compétences, mais directement chez lui ou dans l'organisation pour laquelle il travaille, elle travaille, en adaptant l'offre pour que ça fasse du sens pour cet employeur-là, puis cet apprenant-là. Ça, encore une fois, j'ai pas vu ça souvent. Ça n'a pas de nom, en fait. T'sais. Vous avez toutes sortes d'acronymes, vous autres. Dans le milieu de l'éducation, effectivement. Ça n'a pas encore de nom. Ça vient d'être inventé. Ouais. Alors, c'est simplement pour dire que je trouve que la région est très bien desservie ici. J'ai pas vu ça ailleurs, puis je suis pas là pour lancer des fleurs à personne. Je suis là simplement pour reconnaître objectivement ce que je vois. C'est exceptionnel ce qui se passe ici, Marc.
Je le dis, je le redis, là. Ouais, nos concessionnaires ouais. sont bien servis. Oui, entre autres, là, on a présenté ce matin à Yann notre programme de concomitance, donc des élèves du secondaire qui viennent faire 3 jours dans le programme de mécanique automobile et les 2 autres journées viennent terminer leur préalable scolaire, donc français, maths, anglais. Comme un Donc, peu un stage. oui, si on veut, mais l'élève a la chance de terminer son préalable en même temps que de commencer son DEP. Donc, ce qui lui manque en français, anglais, maths pour terminer, pour faire son cours de mécanique généralement, il va le faire 2 jours et les 3 autres jours va déjà commencer son diplôme d'études professionnelles en mécanique. C'est bien. Donc, c'est intéressant. On a la chance d'avoir physiquement, d'être au même endroit que la polyvalente, le Carrefour. Donc, les élèves du secteur jeune viennent déjà. Donc, on a maintenant un local ici où est-ce que les élèves font 2 jours français, maths, anglais avec des enseignants de la polyvalente. Et les 3 autres journées sont avec nos enseignants mécaniques pour déjà débuter leur DEP. Donc, en septembre prochain, on va graduer nos premiers élèves dans le programme de concomitance. Fait qu'ils sont vraiment 100% électriques, ces véhicules? Il y a une petite particularité. On dit 100% électrique, mais au final, n'est pas 100% électrique en fonction du chauffage. En fonction du chauffage. J'ai une tank à diesel dans le véhicule pour pouvoir chauffer l'autobus. Donc, elle n'est pas 100% électrique parce que si on l'avait mis 100%, si le fabricant l'avait mis 100% électrique, l'autonomie du 150 km n'aurait pas été réalisable en fonction que ça l'aurait tiré trop de jus. Donc, en mettant un réservoir diesel à côté, ça permet que le chauffage est d'une autre entrée et l'autonomie des batteries va seulement sur la distance et non aussi sur le chauffage. C'est sûr, parce qu'ici, en Abitibi, on s'entend qu'il fait quand même froid l'hiver. Oui. Diesel, vous le branchiez la nuit pour que le jour, ça fonctionne. Oui. Est-ce qu'un véhicule électrique doit être branché également? Oui. Oui? Autant si elle a assez d'autonomie pour pouvoir parcourir la prochaine distance. Durant l'été, c'est tel que tel. À certaines températures, on est capable. Durant l'hiver, par exemple, on se doit de la brancher et même si la charge est 100% complète, elle doit être branchée pour maintenir une chaleur au niveau des batteries pour pas que ça soit trop dommageable. Donc, autant chaleur que fraîcheur, la batterie se doit de garder un certain niveau là, de température. Là, vous avez passé le premier hiver avec vos véhicules. Oui. Comment ça a été? On a eu des hauts et des bas. C'est sûr qu'on apprend encore à les travailler. Donc, c'est sûr que quand on parle du chauffage, on parle d'un 7 à 9 litres au 100 pour chauffer les véhicules. Fait qu'il y a encore... Là, on paye des véhicules super chers, mais il y a encore du diesel qu'il faut payer aussi. Il y a encore un petit coût qui se doit d'être mis dans ces véhicules-là pour agrémenter la chaleur des occupants à l'intérieur du véhicule. C'est ça. C'est sûr que aussi, quand on parle qu'on est en Abitibi, on a divers tests qui ont été faits, là, mais que ce soit à moins 20 ou à moins 30, l'autonomie des batteries ne fait pas 100% de la charge. Donc, c'est sûr que, comme je parlais tantôt de la planification, il faut que ça soit fait d'emblée parce que sinon, si on met le circuit sur un circuit qui serait trop juste durant les chaleurs estivales, bien, durant l'hiver, on va manquer d'autonomie en fonction que la batterie ne sera pas capable de performer à 100%. 2035, 100% électrique, c'est pas faisable là, pour des véhicules scolaires. Je ne crois pas que c'est faisable. Pour le moment, le gouvernement ne veut pas reculer, veut non plus pas écouter les solutions qu'on peut apporter. Je crois qu'une grande partie de ma flotte, en tout cas, puis de la flotte des transporteurs au Québec qui est capable d'être électrifiée. Je pense aussi que d'ici les prochaines années, les batteries, les capacités des véhicules pour le nombre de kilomètres vont augmenter parce que sinon, autant sur les voyages parascolaires que sur certains parcours, ça sera infaisable. Juste d'y penser, on se dit que ça ne fonctionnera pas. Mais à un moment donné, il va falloir se rasseoir en disant faut trouver d'autres solutions parce que je ne crois pas que d'ici 2035, on peut se dire que tous les véhicules vont être 100% électriques. Le gouvernement fait-tu des consultations publiques auprès, justement, d'une association comme laquelle vous siégez? Oui, sans pour autant nous écouter. Il y a des gens qui sont assis à Québec qui pensaient que c'était une super de bonne idée en fonction de l'environnement puis en fonction de l'électrification des transports avec Hydro-Québec ici. Puis je fais partie des gens qui disent que oui, ça en est c'est une belle innovation puis c'est un bel avancement. Mais au final, c'est nous les experts sur le terrain puis c'est nous les meilleurs pour leur dire de quelle façon on aurait pu le faire puis de quelle façon on aurait pu améliorer leur idée qu'ils voulaient amener sur la table. Maintenant, au niveau formation, donc vos mécaniciens,
ils sont habitués là, de travailler dans du diesel, moteur, à essence, etc. Maintenant, est-ce que ça prend une formation particulière pour des véhicules électriques? Tout l'entretien qui est à faire? La formation particulière, non, pas d'emblée. C'est sûr que quand Lyon vient nous porter nos véhicules, là, ils descendent avec des gens pour nous donner une formation. Fait que les mécaniciens y ont passé. Les conducteurs qui vont devoir conduire ces véhicules-là passent aussi cette formation-là pour en apprendre davantage. Mais par la suite, c'est un peu en fonction des bris qu'on découvre. Autant Lyon est une jeune entreprise aussi en termes de transport. Fait que nous dit des fois, bon, j'ai pas encore vécu ce bris-là, donc je vais t'envoyer le technicien. Donc, quand le technicien vient, nos mécaniciens suivent avec lui puis apprennent avec lui. Donc, c'est plus de la formation continue qu'une grosse formation, puis par après, on connaît tout. L'avenir, on la voit comment? Avec du changement. C'est sûr qu'à ce niveau-là, il va falloir qu'il y en aille. Je pense que pour la planète, pour les gens, l'électrification on doit y penser puis on doit y accéder. Je pense qu'il va falloir, par exemple, qu'il y ait diverses consultations, comme tu as dit tantôt, pour qu'on puisse amener le bon produit avec les bonnes personnes pour qu'au final, dans l'avenir, on puisse penser à 100% électrique. La semaine prochaine, on continue à explorer les enjeux autour des véhicules électriques en région de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vais aller rencontrer deux intervenants, une compagnie de transport, mais également un concessionnaire automobile qui vont nous donner leur point de vue par rapport à l'objectif 2035 pour devenir 100% électrique.